Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'IGS pour un webinar sur la digitalisation des forces de vente. Alors, on va attendre encore une petite minute que tout le monde arrive. Voilà. Si vous avez des questions, il y a un chat sur la droite de votre écran, donc vous n'hésitez pas à nous poser des questions et on fera le maximum pour y répondre en temps réel. Voilà. Et puis, je vais en profiter pour laisser nos amis se présenter. Donc, on va peut-être commencer par Frédéric Dietz. Mon cher Frédéric, veux-tu te présenter? Ras-le-bol, toujours moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Frédéric Dietz, une expérience marketing commercial dans des grands noms, on va dire, grande consommation et luxe, prof à l'ESSEC et à l'IGS depuis une quinzaine, peut-être vingtaine d'années. Et, formateur, consultant auprès de grandes entreprises publiques et privées. Merci Frédéric. Si maintenant, Olivier, tu veux bien te présenter? Oui, merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Olivier Wilmark, donc directeur commercial de chez Touch & Sell que j'ai rejoint l'année dernière. Alors, je travaille dans le monde du Sales Enablement depuis plusieurs années maintenant. J'ai moi-même été utilisateur et j'ai implémenté une solution de Sales Enablement il y a quelques années quand j'étais aux Émirats Arabes Unis. Ça avait été assez successful et donc du coup, j'étais passé du côté obscur. Voilà pour la présentation. Le côté obscur, c'est le côté éditeur de logiciels. Exactement, Pierre. Alors, moi, je suis du côté clair, si vous me permettez, puisque je suis docteur en sciences de gestion, professeur à l'IGS et directeur pédagogique du programme qui nous occupe, qui s'appelle RCM, ou Responsable Commercial et Marketing, ce qui nous amène aujourd'hui à être réunis tous ensemble autour d'une thématique forte, qui est la digitalisation de la force de vente. Et l'idée, c'est qu'à la fin de notre webinaire, on aura, grâce à nos intervenants, apporté des éléments pour savoir comment renforcer l'efficacité commerciale avec ces fameux outils digitaux, qu'on appelle parfois d'ailleurs, et Olivier nous en dirait un petit peu plus, des outils de Sales Enablement. Alors, dans un premier temps, je vais m'adresser à nos deux amis et intervenants, Frédéric et Olivier, pour qu'ils nous parlent un petit peu de l'impact du contexte, justement, et de la crise sanitaire sur la digitalisation des forces de vente. Est-ce que ça a accéléré? Est-ce que ça aide? Olivier, tu veux peut-être commencer? Oui, de notre point de vue, ça a clairement accéléré les choses. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les sociétés actives dans le digital ou le sales enablement ont connu la crise pendant les 2 années de Covid. C'était un besoin assez important de digitaliser les équipes commerciales, puisque les équipes commerciales, souvent, en tout cas sur le marché européen, n'étaient pas totalement ou que très peu digitalisées, si je puis dire. Contrairement finalement à nos collègues outre-Atlantique, hein, si on compare aujourd'hui le marché européen ou français avec celui des États-Unis, on peut dire que les États-Unis ont quelques années d'avance au niveau du digital. Je travaillais avant Touch & Sell pour une société qui était active aussi aux États-Unis et on voyait une grosse différence entre les deux marchés avec des forces commerciales full digital sur ce marché-là et en Europe 2-3 années de retard. Je pense que l'arrivée du Covid a accéléré les choses. On en est encore loin, mais il y a des gros progrès qui sont faits. Pierre, en introduction, tu parlais de Sales Enablement. Hein, la fonction de Sales Enablement dans les entreprises est quelque chose d'assez nouvel en France. Aux États-Unis, dans toutes les sociétés, on trouve ce qu'on appelle un Sales Enablement Manager qui est en charge justement de tous ces différents outils pour aider les forces commerciales. Cette fonction arrive en France. C'est une nouvelle fonction qui est en France et elle arrive. Elle a été accélérée notamment par cette crise du Covid, Pierre. Alors, justement, et là, je m'adresse un peu plus à notre ami Frédéric, la généralisation du télétravail, est-ce que ça impacte fortement nos amis commerciaux qui, avant, avaient le droit d'aller dans des salons physiques, au restaurant, presque au troquet du coin pour prospecter, et là, qui doivent, dans beaucoup de cas, faire des premiers contacts à distance? Frédéric? Oui, alors ça existait déjà avant. Le problème, en fait, je ne vais pas parler des commerciaux, mais de leurs clients. Un client, quand il rencontre un commercial, il a déjà consulté Internet,
il a déjà consulté les concurrents, il connaît à peu près les prix de marché, etc., etc. Donc, après, il a juste besoin d'être réassuré. Et ça, à distance, c'est pas le meilleur outil. Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc ça, il s'agit de digitalisation et pas du tout de Covid. Depuis le Covid, en fait, moi, je remarque que le commercial est ravi de ne plus aller au restaurant, de ne plus prendre sa voiture, de ne plus être dans les embouteillages, de ne plus perdre 30 à 35% de son temps en déplacement et en attente devant le bureau du client. Au contraire, les directions commerciales disent il faut recréer le lien physique. Là, j'ai un de mes clients qui me dit écoute Frédéric, le jour où on a l'accord du gouvernement, donc c'est entre mi et fin mars, c'est-à-dire ne plus avoir de masque en salle, ne plus avoir de... Enfin voilà, pouvoir se toucher, se voir, etc. On crée un kick-off et tu es gentil, tu l'animes. Donc, il y a ce besoin de réhumaniser la relation client. Absolument. Mais aujourd'hui, je vous assure, plus de la part des head of office que du commercial lambda qui, en fait, trouve sympa pour ses clients acquis, en tout cas, trouve sympa de pouvoir travailler à distance. C'est différent pour la chasse, bien sûr. Voilà. Alors, justement, j'allais y arriver. Et là, je me retourne vers Olivier. Comment font nos commerciaux à l'ancienne, il en reste encore, qui n'étaient pas habitués aux outils distanciels et digitaux pour chasser? Qu'est-ce qui se passe? Vous les formez, vous les accompagnez? Ouais, je vais d'abord rebondir sur ce que disait Frédéric et je le rejoins pas mal dans le fait que effectivement il y a une sorte de zone de confort que le commercial a pris et c'est confortable de pouvoir faire tous ces rendez-vous commerciaux de la maison. Néanmoins, il y a vraiment un monde de différence entre un rendez-vous physique et un rendez-vous virtuel. L'application de son interlocuteur n'est pas la même. Et on n'a pas le même caption d'attention finalement lors d'un rendez-vous virtuel. Alors, nous, ce qu'on fait chez Touch & Sell, et ça a pas mal finalement optimisé la façon de travailler, c'est que les rendez-vous rendez-vous 1, rendez-vous découverte, on les fait tous en virtuel aujourd'hui. Et ça permet de gagner en efficacité parce qu'on peut vite finalement squeezer des clients qui finalement, enfin des prospects qui ne seront pas clients. Et donc ça permet de gagner en efficacité. De l'autre côté, moi je pousse mon équipe à reprendre tous les rendez-vous en physique parce qu'il y a un monde de différence en rendez-vous présentiel et virtuel. Donc nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est l'hybridation. Hein. C'est un mix entre le virtuel et le physique. Je pense que nos clients et les sociétés en général ont pas mal aidé les commerciaux pendant la crise du Covid. Il y a eu pas mal d'initiatives pour apprendre aux commerciaux simplement pouvoir utiliser un Meet, un Zoom, un Teams. Tous les commerciaux n'avaient pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outils ou n'étaient peut-être pas à l'aise d'utiliser ce genre d'outils. Et donc, il y a une éducation qui a été faite. Il y a pas mal d'acteurs aussi qui ont pu aider, hein, des sociétés de transfert, etc., qui ont pu aider les équipes commerciales. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout vendeur sur la place est capable de réaliser un meeting de manière virtuelle. Maintenant, pour moi, faire que des meetings virtuels, ça va faire que rallonger son cycle de vente. Très bien. Alors là, vous avez bien décrit le contexte, les amis. Maintenant, on va passer au premier grand sujet. Quelle est la stratégie? Donc, quelle stratégie commerciale adopter face non seulement à ces contraintes du distanciel, et puis pour réussir la digitalisation des échanges et de la force de vente? Quelle stratégie? Qu'est-ce qui veut commencer sur la stratégie? Frédéric? Oui, je n'aime pas le terme stratégie. Moi, j'aime bien... Enfin, on parle beaucoup de stratégie alors qu'il s'agit de tactique. J'ai toujours une image qui est... Vous voyez, les balances romaines, il y a deux plateaux. D'un côté, il y a l'outil, les process, etc. Puis de l'autre côté, il y a l'humain. Et on en a un peu parlé. Le process permet de multiplier en fait le nombre de rendez-vous.
l'humain permet de densifier la qualité de la relation. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, alors d'un point de vue stratégique, là pour le coup, c'est que tout ce qui est le début de la relation, et là encore une fois je parle de chasse, tout ce qui est le début de la relation, on a tout intérêt à le faire en virtuel, on gagne un temps fou. Par contre, dès qu'on est dans la conviction, on est dans la présentation de l'offre de service, on est dans etc., on ne peut le faire qu'en présentiel. Je vais vous donner un exemple. Là, je suis en train de chasser un gros client éditeur de logiciels. J'ai eu 3 rendez-vous en Teams, enfin en Teams, en distanciel en tout cas. Un premier rendez-vous de brief, un deuxième rendez-vous d'approfondissement de la demande, un troisième rendez-vous d'échange sur les possibles. Le jour où je suis allé présenter, vous voyez, je le dis, je suis allé présenter. C'était forcément en face à face. D'accord. Donc, on est dans une logique un peu comme l'e-learning, en fait, quelque part, d'hybridation des échanges, de blended, où on essaye d'abord de mieux cibler, si je vous entends bien tous les deux, en amont, avec des outils distanciels. Puis dès qu'on voit bien qu'il y a une réelle opportunité et un intérêt de la part du client, enfin du prospect en l'occurrence, on y va. C'est ce que vous me dites tous les deux. Ouais, je rejoins tout à fait ce que dit Frédéric. Aujourd'hui, il existe des outils magiques, magnifiques pour permettre justement la chasse de prospects. Hein. Si on prend des outils comme HubSpot, Salesloft, Outreach, qui vont permettre d'automatiser cette chasse aux prospects via des plateformes LinkedIn avec des intégrations, etc. Ça va vous permettre finalement de séquencer cette chasse aux prospects. Et une fois que vous avez fait votre prospect, ben là, Frédéric a raison, il faut passer en présentiel. Alors, toujours dans la stratégie, vous allez me dire justement, alors Frédéric parle plutôt de tactique, hein, mais peu importe, tactique ou stratégie appliquée. Quel est le rôle du directeur commercial ou du VP Sales dans ce contexte où les échanges sont hybridés? Pour moi, le rôle du directeur commercial, c'est un rôle de coach. Voilà, il doit pouvoir coacher son équipe à tout moment, appliquer et mettre en place des best practices, et mettre tout en œuvre pour que son équipe commerciale ait tout à sa disposition pour pouvoir réaliser les chiffres qui ont été décidés. Donc, c'est un peu un grand frère, le coach. Frédéric, tu vois ça de la même manière? Pas forcément. D'un point de vue général, et on va voir après ce que la digitalisation change. D'un point de vue général, pour moi, je parle d'un manager et particulièrement un manager commercial, il fixe des objectifs. Un objectif, ça se négocie pas, ça se fixe. Et par contre, on doit passer du temps à ce que le collaborateur, le commercial, se l'approprie. Ça délègue des moyens, sous-entendu, après, on a des commerciaux qui sont, si on les a bien recrutés, si on les a bien coachés, suivis, formés, fait grandir, ils sont capables de se débrouiller. Celui qui a fixé un objectif doit contrôler l'atteinte de l'objectif. Donc, il y a une notion de contrôle qui est un peu, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, le comité du mardi matin. C'est une notion de contrôle. Alors, il ne s'agit pas de sanctionner dans le contrôle. Il s'agit de dire où s'est créé un delta, qu'est-ce qu'on fait pour combler. Donc, toi, tu es plutôt sur le management par objectif avec des indicateurs de performance, mais appliqués à ce nouveau monde qui est hybride. C'est bien ça? Oui, et il reste 50%, ça c'est les premiers 50%, et il reste 50% qui est l'animation, qui est je vais dire, animation, c'est aider les collaborateurs à grandir. Voilà. Et ça représente, encore une fois, c'est mes 2 plateaux, ça représente 50%. Bon, alors parfait. Donc maintenant, pour arriver à ça, et je suppose qu'il faut impliquer la gouvernance et le comité de direction, voire la DRH, dans la transformation de ces équipes commerciales. Olivier, comment vous faites? Vous passez par la gouvernance avant de redescendre? Généralement, stratégiquement, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie toujours d'aller le plus haut pour redescendre par le bas. Ça, c'est dans notre stratégie commerciale. Je pense que c'est dans la stratégie commerciale de beaucoup de sociétés. Donc, effectivement, alors nous, le Sales Enablement, généralement, pour le Sales Enablement, on parle d'alignement des équipes Sales et Marketing.
Euh, on ne va pas faire un projet sans que les deux équipes soient alignées et sans que le codir soit également aligné. Ça fait partie de la stratégie. Appliquer une stratégie de ces éléments, c'est aussi du change management. Et sans que toute la boîte ne soit pas impliquée, ça ne peut pas fonctionner. D'accord, donc il y a un gros travail d'accompagnement, de motivation. Et en fait, vous dépendez quand même, pour que ça fonctionne, je suppose, de l'exemplarité du management. De l'exemplarité et de l'implication du management. Ouais. D'accord. Parce que je suppose que dans le cas contraire, ça ne marche pas. Non. Ok, très bien. Alors, ensuite, toujours sur la stratégie, c'est plus chez Olivier maintenant, c'est comment intégrer le Sales Enablement dans la stratégie commerciale. Est-ce que, par exemple, il faut passer par des outils comme une charte du Sales Enablement pour que toutes les équipes comprennent les enjeux, à quoi ça sert? Parce que c'est un peu un mot magique qu'on n'a d'ailleurs pas encore défini. Donc, si tu peux répondre en 2 temps, définir le Sales Enablement et ensuite nous dire comment tu l'intègres dans ta stratégie commerciale. Le sales enablement, comme je vous disais, c'est l'alignement des équipes sales et marketing pour donner tous les moyens à votre équipe commerciale de réussir. Ça, c'est la définition high level. C'est la définition qui est également utilisée par le groupe Sirius Decision. Nous, on va un petit peu plus loin. On va parler d'alignement PPT, People, Process, Technology. Pour s'assurer que finalement les commerciaux in fine réussissent. Pour nous, le Sales Enablement, on va parler de Growth Enablement, l'aide à la croissance, s'assurer que la société puisse croître. Et on ne va pas s'attaquer uniquement finalement au département commercial et au département marketing. On va aller sur la formation, on va aller sur la finance pour s'assurer qu'en fait, on va utiliser tous les leviers pour faire croître la société. Alors, est-ce que tu posais la question, intégrer le Sales Enablement à la stratégie commerciale? Aujourd'hui, c'est clair. Et je pense que, comme je le disais au début, les sociétés en France adoptent le Sales Enablement dans la stratégie commerciale. Si vous faites par curiosité une recherche sur LinkedIn de Sales Enablement Manager sur le territoire français, on va voir apparaître ces premières positions, ces premiers personas sur le marché français. Donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, ça fait partie des stratégies commerciales. Ça doit faire partie de la stratégie commerciale pour que vos commerciaux puissent réussir et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça fait partie d'ailleurs des innovations intégrées dans le programme RCM qui nous préoccupe aujourd'hui. Effectivement, d'avoir des formations au Sales Enablement et à l'intégration de cette nouvelle philosophie de vente quelque part. On peut parler de philosophie plus que d'outils parce que je pense que le côté logiciel est un petit peu réducteur, même si on sait que ce sont des plateformes SaaS. L'outil fait 20%. Le 80%, c'est l'humain. Comme disait Frédéric, c'est l'humain au cœur des échanges. Et donc, l'outil va clairement supporter ce change management, mais l'humain reste capital. Très bien. Bon, donc, tu as parfaitement défini le Sales Enablement, c'est clair. Est-ce qu'en amont de cette intégration, il faut faire un mini-audit de la force de vente, de ses pratiques, presque un SWOT de la force de vente, et voir là où ils sont pas bons. Je pense notamment, c'était le sujet de Frédéric tout à l'heure, à tout ce qui est lié à la chasse à distance pour des gens qui sont peu ou pas habitués à utiliser des outils distanciels et digitaux. Alors, comment fait-on pour justement intégrer la culture et les forces et les faiblesses de l'entreprise? Alors, nous, on le réalise sous forme de workshop. On va rencontrer les différentes équipes, les différents intervenants. On va accompagner les équipes commerciales. On va parfois participer à leurs rendez-vous commerciaux pour voir comment est-ce qu'ils vendent, comment est-ce qu'ils présentent en rendez-vous. Avec l'objectif, évidemment, de comprendre les enjeux des équipes commerciales, des équipes marketing et d'arriver avec une réponse globale qui corresponde aux différents départements et aux différents personas. Donc, en gros, c'est une sorte d'audit organisationnel de la force de vente. C'est ça. Et mais pas que de la force de vente, Pierre. Le marketing est important également. Voilà. Alors là, je me retourne vers notre ami Frédéric. S'il faut faire travailler tout le monde, notamment les gens du marketing et de la force de vente, en France, on a beaucoup d'incompatibilité, et ce n'est pas 20 mots, entre les commerciaux et les gars du marketing. Donc, comment fait-on pour arriver à faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils se comprennent et qu'ils travaillent dans la même direction, qui est l'intégration de ces outils digitaux? Frédéric? Oui, alors ça dépend de ce que les commerciaux vendent. Quand on est dans de la vente complexe de services,
Là, je coiffe ma casquette commerciale. Le marketing, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vends à des réseaux de distribution des produits de grande consommation. C'est le marketing qui va lider la vente. Donc, il n'y a pas de vérité, ça dépend des cas. Ce qui est vrai, par contre, c'est que dans ce que j'appelle, moi, l'avant-vente, on doit... Alors, j'entends parler marketing commercial, oui, c'est évident. Il y a de plus en plus une fonction qui pèse très lourd, c'est le juridique. Les RH, vous l'avez cité, mais à chaque fois, le juridique doit intervenir pour un go-no-go ou pour un go-no-go. Transforme ta proposition. Donc là, c'est sur du B2B, plutôt les appels d'offres ou des grands marchés. Oui, là, je suis sur de la vente complexe, grande entreprise à très grande entreprise. Oui. C'est moins vrai dans la grande conso. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce qui me paraît important, ça a été abordé tout à l'heure, mais c'est de trier très vite. Alors, sur quels critères est-ce qu'on va trier? C'est sur le chiffre d'affaires, la marge, le potentiel de développement du compte. Ça va être sur la liaison entre mon offre et les attentes des différents interlocuteurs. Et ça va être le niveau de compétitivité. Est-ce que j'ai beaucoup de monde en face de moi ou pas? Et il faut trier très vite. Alors, je ne connais pas le chiffre aujourd'hui, mais la règle des 20-80, à mon avis, s'applique. Je dois me concentrer sur les 20% de clients qui vont représenter du chiffre d'affaires, une marge, sur lesquels je suis compétitif par rapport aux offres des concurrents, et le reste, je laisse tomber. Et ça, les outils, alors là, je viens sur le CRM, les outils CRM vont drôlement m'aider. Alors, quand on t'écoute, mon cher Frédéric, et Olivier ne me dira pas le contraire, on voit bien que tu as une approche pluridisciplinaire qui marie aussi bien la relation client, le marketing, le commercial, la stratégie, le digital et j'en passe. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une grosse évolution des compétences attendues ou requises sur ces fonctions de sales ou de business développement. Alors, Olivier, tout à l'heure, tu as parlé d'outils magiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, j'ai une question qui concerne l'organisation de la force de vente. Avec quels outils travaille-t-il maintenant pour organiser les réunions commerciales? Quelles solutions? Quel type de service? Comment ça fonctionne maintenant, tous ces nouveaux outils? Tu as évoqué 2 ou 3 types de plateformes qui sont interfacées avec le Sales Enablement, c'est bien ça? Alors, le Sales Enablement inclut effectivement différents outils. Le Sales Enablement, c'est un large mot qui englobe pas mal de choses. Généralement, on va parler de Sales Engagement sur la première partie commerciale qui va être la partie trouver des leads qualifiés pour ces équipes commerciales. Et là, effectivement, je parlais tout à l'heure d'outils comme Outreach, HubSpot, SalesLoft. Ça, c'est pour la première partie. Puis, une fois que vous allez engager avec l'acheteur potentiel, vous allez utiliser évidemment des outils de visio pour le premier rendez-vous, comme on dit tout à l'heure. Là, on parle de Teams, on va parler de Meet, on va parler de Zoom. Aujourd'hui, ces outils de visio vont également pouvoir s'accompagner d'autres outils qu'on va appeler de la meeting intelligence et qui vont pouvoir accompagner le commercial lors de son rendez-vous, l'assister. Ces outils de meeting intelligence vont pouvoir effectivement traquer tout ce qui est dit durant le rendez-vous, les temps de parole de chaque participant, les mots-clés qui ressortent du rendez-vous. Ils vont pouvoir faire une retranscription complète du rendez-vous commercial, ce qui va permettre au commercial de ne plus devoir prendre de notes, de vraiment pouvoir s'impliquer dans le rendez-vous et d'avoir un résumé de son rendez-vous après le rendez-vous. Donc, ça va lui faciliter la vie. Et puis, vous avez également les plateformes dites de Sales Enablement qui vont permettre de partager du contenu avec votre interlocuteur, que ce soit en virtuel, que ce soit en présentiel, et surtout de mesurer l'engagement qu'ont les acheteurs avec ce partage. Donc, je peux présenter du contenu à mon interlocuteur, lui partager du contenu après mon rendez-vous commercial, et je vais pouvoir voir finalement l'acheteur, ce qui l'intéresse, le temps qu'il va passer sur les pièces de contenu, ce qu'il a téléchargé, ce qu'il a consulté, ce qu'il a partagé avec d'autres collègues. Et ça va me permettre
permettre finalement de mesurer l'impact qu'a eu ma présentation. Ça va donner également la visibilité au marketing sur ce qui est fait avec le contenu. Et je dirais que la boucle est bouclée. Et la dernière étape, c'est l'intégration avec le CRM. L'objectif, c'est que toutes ces données remontent automatiquement dans le CRM. On sait que les commerciaux ne sont pas des fanats de CRM, c'est pas la passion. Et donc, pouvoir automatiser le tout et amener le tout automatiquement dans le CRM, c'est la dernière étape. D'accord. Donc là, on voit bien, encore une fois, le côté pluridisciplinaire de ce qu'on demande aux nouveaux commerciaux. Alors, le CRM, c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup d'allergies au CRM, les commerciaux traditionnels. Et là, il y a beaucoup de data dans ce que tu nous dis, mon cher Olivier, et notamment la Meeting Intelligence. Est-ce que ça va jusqu'à intégrer des outils d'animation de réunion comme Klaxoon, par exemple, pour rendre les réunions plus vivantes, plus dynamiques, plus modernes? Oui, en effet, il y a certaines sociétés qui utilisent ce genre d'outils plus modernes dans lesquels vous allez pouvoir faire participer les participants, faire des quiz, etc. Certains de nos clients le font, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez parmi vos clients, pas seulement des grands annonceurs comme Orange ou autres, mais des gens qui organisent des événements commerciaux distanciels, pas seulement des webinars, mais qui maintenant ont dématérialisé une grosse partie des échanges? Je pense que ça a été beaucoup fait au départ, Covid. la première année du Covid. Pardon Frédéric. Ça a été fait beaucoup au départ. J'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui et que les gens sont à la recherche du présentiel et on le voit, les événements physiques réapparaissent et les gens en redemandent. Frédéric, tu vois la même chose de ton côté? Ouais, 100% d'accord. Ça a été vrai le temps qu'on réagisse entre février et mars 2020 et on va dire septembre. Effectivement, les outils digitaux ont été un moyen de maintenir le lien. Aujourd'hui, je peux vous assurer, et je pense plus ceux qui sont loin du terrain, c'est-à-dire que je pense au marketing, je pense aux directions des ventes, souhaitent absolument retrouver leurs équipes. Je suis un peu plus dubitatif sur l'envie des équipes de retrouver leur patron. Voilà. Ça n'engage que toi. On a aussi vu apparaître un certain nombre de salons virtuels. Est-ce que vous pensez que c'était juste ponctuel ou que ça va s'installer dans le paysage? Parce que le salon a toujours été un point de convergence des populations commerciales qui ont toujours bien aimé ça, tout en rouspétant d'un autre côté en disant qu'ils ne savent pas rentabiliser les salons. Olivier, est-ce que tu as l'expérience des salons virtuels? Oui, on en a fait avec mon employeur précédent et le retour n'est pas convaincant selon moi. De nouveau, je rejoins ce que Frédéric a dit également, hein, donc on en a eu pas mal de mars à septembre. Il y a eu un peu un mode réactif et panique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont participé à pas mal de salons virtuels, mais le retour, selon moi, n'est pas bon. D'accord. Frédéric, tu partages le même constat? Oui, je pense qu'on rentre vraiment dans un mode comment est-ce qu'on dit, hybridisation. Hybridation. Aujourd'hui, on voit l'intérêt du distanciel, du digital, du CRM, en fait, d'un certain nombre de process, et on mesure parfaitement ses manques. De l'autre côté, on connaît le coût aussi. Je parle coût d'approche d'un commercial, je parle coût d'organisation d'un event. On va jouer avec ça. Très bien. Il y a des cas où. Je ne vais pas faire de la retape, mais c'est ce qu'on travaille dans le programme CRM dont tu parlais tout à l'heure. RCM, pardon. C'est vrai que c'est pas loin de CRM. Donc, responsable commercial et marketing à l'IGS. Pour ceux qui souhaitent nous poser des questions au fil de l'eau, vous avez la possibilité de le faire avec un petit onglet en bas à droite qui s'appelle Questions. Donc, on essaiera de regarder en temps réel et de vous répondre. N'hésitez pas. Ça peut en plus enrichir nos échanges. Donc, moi, j'aimerais bien, parce que c'est aussi un de mes sujets, c'est ma spécialité, la relation client. Vous me disiez quel impact toutes ces nouvelles technologies, puisqu'en fait, comme l'a dit Olivier, c'est un ensemble de technologies qui passent par une nouvelle approche de Sales Enablement, modifie ou impacte l'expérience des clients, notamment en amont, c'est-à-dire lors de la prospection,
et ensuite, une fois que les gens sont clients. Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? L'impact sur l'expérience client. Olivier, peut-être? Oui, je pense elle peut être mixte. Ça dépend finalement ce que le vendeur en fait. D'un certain côté, je pense que les solutions de sales enablement peuvent avoir un impact très positif sur l'expérience client, puisqu'elles emmènent le client dans un nouveau monde, dans un monde finalement qu'il va pouvoir s'approprier et sur lequel il va retrouver et pouvoir consommer toutes les informations qu'il a besoin quand il le souhaite, hein. Donc, on se rend compte aujourd'hui que le vendeur n'a plus le contrôle, c'est l'acheteur qui a repris le pouvoir. Et donc, son expérience à lui est plutôt améliorée avec ces outils digitaux. Oui, voilà. D'accord. Donc, il y a un impact quand même assez fort, à condition de maîtriser tous ces outils et Voilà. d'arriver à en tirer le meilleur parti. Je suppose qu'il faut les mixer, hein, parce que Teams et Zoom, ça ne suffit pas à faire une bonne réunion. Non, c'est ce que je disais. Quand je parle d'expérience utilisateur, je vais plus loin avec une plateforme de sales enablement qui va vous permettre de présenter du contenu de manière sexy dans un environnement qui a été personnalisé pour votre client, de lui partager le contenu après un rendez-vous qui a aussi été personnalisé, que votre client va pouvoir consommer à sa guise. Ça, c'est de l'expérience client. D'accord. Alors, si on regarde du côté interne maintenant, le management des équipes commerciales, quand par exemple on recrute de nouveaux commerciaux et que la force de vente elle est splittée sur tout le territoire ou à l'étranger, est-ce que vous utilisez ces mêmes outils de sales enablement pour faire l'onboarding des nouveaux commerciaux ou des nouveaux sales? Oui. Donc effectivement, aujourd'hui, les plateformes. Alors, c'est un bon point, ça, Pierre. Tout à l'heure, quand j'ai présenté le Sales Enablement, on parlait d'alignement Sales Marketing. Au cours des 5 à 10 dernières années, c'était essentiellement concentré sur le contenu, donner le bon contenu à ses forces de vente, hein, les bons PowerPoint, les bons PDF, les bonnes plaquettes produits, les bons argumentaires pour pouvoir aller vendre et interagir avec leurs acheteurs. Aujourd'hui, si on regarde les derniers rapports de Gartner, ils disent que le Sales Enablement, c'est surtout la partie onboarding, training, coaching des équipes commerciales. Et c'est d'ailleurs vers ce quoi la plupart des éditeurs de logiciels dans le Sales Enablement se sont dirigés de différentes façons. Mais aujourd'hui, une solution de Sales Enablement implique une solution d'onboarding, de training et de coaching des équipes commerciales. Donc, en tant que commercial, je vais pouvoir réaliser tout mon onboarding à distance. Alors, la grosse différence que nous, on va appliquer, c'est qu'on va demander aux équipes commerciales de mettre en pratique ce qu'elles apprennent, hein, et de ne pas être sur de la formation passive, parce que vous pouvez donner toute la formation possible à vos équipes commerciales. Si elles n'appliquent pas ce que vous leur avez apprise, ça ne va pas fonctionner. Et donc, en faisant de la formation active et en demandant à vos commerciaux de se pitcher sur la plateforme, de s'entraîner sur la plateforme, de se coacher entre commerciaux, et management, ça va avoir un gros impact finalement sur le discours et sur les pitchs que vos équipes commerciales vont réaliser en rendez-vous. Et ça va faire que croître. L'objectif derrière, c'est d'avoir vos top performers. Généralement, on estime que les top performers dans une société commerciale, c'est 10% de la population commerciale. L'objectif, c'est que ces top performers puissent aussi inspirer, via leur pitch, les nouveaux arrivants ou, on va dire, les commerciaux plus à la traîne. D'accord. Donc là, on est vraiment dans la transformation de toute l'entreprise autour de l'adoption de ces nouvelles technologies. Donc apparemment, ça prend du temps. Est-ce qu'on retrouve… alors, c'est une question qui n'est pas facile, je pense plutôt à Olivier là-dessus. Est-ce qu'on trouve les 3 grands bénéfices de la transformation digitale, à savoir le retour sur investissement, donc un impact sur les ventes, le co-skilling, parce qu'on va économiser un certain nombre de temps, de process, et l'optimisation du métier ou des process, parce qu'on travaille mieux et différemment. Donc, ROI, co-skilling, optimisation des process. Olivier, Oui, clairement. tu peux réagir aussi. C'est d'ailleurs la grosse question pour une solution de Sales Enablement, hein, c'est combien ça va me rapporter in fine. Et là, on a effectivement différents KPI. Je lisais l'étude de Forrester, hein, qui estime que implémenter une solution de Sales Enablement, ça va vous permettre, par exemple, de réduire le temps d'onboarding d'un commercial de 30 à 50%. Utiliser une solution de Sales Enablement, ça va permettre à votre commercial d'économiser entre 4 et 6 heures par semaine de préparation de rendez-vous commercial. Donc, rien que ces KPI-là, vous faites le compte sur une année avec le nombre de commerciaux que vous allez pouvoir rapidement calculer du ROI sur ce genre de solution. D'accord, donc le ROI y est, gain de temps, gain d'argent, donc c'est du co-skilling. Sans Et aucun donc, doute. est-ce que les commerciaux apprennent eux-mêmes, grâce à ces outils,
à optimiser les process commerciaux. Parce que, par exemple, pour faire leur propal, ils ont une banque de données qui est mobilisable à volo, des argumentaires. Comment ça C'est ça. fonctionne? Effectivement, on va pouvoir créer des playbooks pour les équipes commerciales qu'elles vont pouvoir suivre un processus de vente. On va pouvoir aussi les former effectivement sur les process de création d'offres, de partage d'offres commerciales, etc. Donc, tout ça est faisable avec ces solutions-là, Pierre. Ouais. Donc, et Frédéric, qui est aussi directeur commercial et chef d'entreprise, tu vois ces 3 bénéfices ressortir de ces nouveaux outils, le ROI, le cost-killing et puis l'optimisation des process, c'est flagrant? Oui, ça, il y a aucun souci. À une condition, c'est, ça je m'adresse à celui qui propose, à Olivier, ça dépend de ce que moi, manager commercial, je peux faire de l'outil. Aujourd'hui, je n'imagine plus pouvoir faire une presse sans intégrer des capsules vidéo. Mhm. Il faut le maîtriser en interne, il faut que chaque commercial soit capable de le maîtriser. Sous-entendu, la notion de quand on leur met en main l'outil, et là je parle parce que je suis prof aussi, auprès d'étudiants ou de cadres commerciaux, c'est la pratique qui est importante. Ouais. La pratique, l'accompagnement est important. Voilà. Et ce qui est intéressant, j'en discutais la fois dernière avec un client, il n'y a pas de population type de meilleure utilisation de ce genre de plateforme. On peut avoir des jeunes populations commerciales qui rejettent les outils digitaux, comme on peut avoir des populations commerciales beaucoup plus expérimentées qui en sont friandes. Qui vont prendre, Et donc, il n'y a pas de cas classique. Mais généralement, les équipes commerciales voient l'intérêt assez rapidement hein, quand j'ai un outil qui va me permettre de traquer ce que fait tout mon acheteur, de l'appeler au bon moment quand il est sur ma proposition commerciale, de réduire mon cycle de vente. On voit l'intérêt rapidement en tant que commercial et l'adoption est généralement bonne. Alors, c'est important ce que vous venez de dire tous les deux, parce qu'il y a encore 5-6 ans, sur les sujets digitaux, dès qu'on avait des cheveux blancs, les gars vous regardaient comme si on était hors concours, quoi, on n'était pas compétent. Et c'était vrai quand on a implanté les premiers outils de CRM. Les plus anciens avaient l'impression d'une perte d'autonomie, avaient l'impression d'un flicage. Aujourd'hui, ça, c'est complètement dépassé. Ouais. Ils ont envie, il y a une partie de la population. Guillaume disait, il y a 10%. Moi, je suis moins dur, je dis, c'est la règle des 20-60-20. Dans les 20% au-dessus, il n'y a pas de souci. Dans les 20% en bas, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est une erreur de casting. Ce qui m'intéresse, c'est entre ceux qui ont envie, qui ne maîtrisent pas, et ceux qui maîtrisent mais qui n'ont pas envie, c'est comment je joue avec ça. Et dès que j'ai énoncé cela, je sais que je ne vais pas utiliser les mêmes méthodes pour convaincre mes commerciaux. D'accord. Tu as dit un truc important, Frédéric, entre autres, c'est comment je joue avec ça. Donc, moi, j'ai l'impression, à vous écouter tous les deux, notamment Olivier, qui a l'habitude d'onboarder ses clients avec ces nouveaux outils, que pour que la fusée décolle, il faut que dès le départ, les gens jouent le jeu et utilisent ça au quotidien, régulièrement, pour tous les prétextes de la vie commerciale et de la vie du business développement. Est-ce que c'est ça, Olivier? Ah bah c'est clé. C'est un peu comme le vélo, une fois qu'on est monté dessus et qu'on sait comment ça marche, après on n'oublie pas et on continue. C'est clé. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que le commercial utilise sa plateforme de sales enablement pour tout. Il a accès à cette plateforme via son CRM éventuellement et il a besoin de rien d'autre. D'ailleurs, généralement, dans les best practices qu'on va recommander au département marketing, c'est de couper tous les accès à tous les drives, au partage de documents, etc. Interdire le téléchargement de ces documents sur le bureau de l'utilisateur pour que tout soit fait dans l'application. S'assurer que le commercial a toujours ses présentations à jour. On dit le single source of truth, hein, c'est ma source de données en tant que commercial, c'est ma plateforme de sales enablement. Donc ça devient un hub pour la force de vente, le marketing, la relation client et un grand nombre de fonctions dans l'entreprise. Absolument. C'est fort de dire que tu vas couper des canaux pour qu'ils en utilisent qu'un. Hein. C'est le but. Pratique, en fait, c'est l'intérêt de la boîte, quoi. Exactement. Oui, il faut arrêter de fonctionner en silo de fonctions. Quand on rencontre un client, moi je suis
frappé, c'est de plus en plus les RH, je parle toujours de vente complexe, gros compte, les RH interviennent systématiquement. D'accord. Donc là, on voit bien que la transformation digitale, elle nécessite un changement dans les mentalités, de mindset, comme on a coutume de dire, qui veut qu'on fasse tomber les silos. Donc, le corollaire, alors là, je m'adresse à Olivier, est-ce que ça ne veut pas dire que si les gars ne sont pas prêts à changer, la transformation digitale ne va pas marcher? Vous voyez ça? Est-ce que vous avez des échecs qui sont liés à l'organisation ou à Oui. l'état d'esprit? Oui, on ne peut pas dire que c'est du 100% de réussite, hein, Pierre, ce serait impossible et ce serait prétentieux de le prétendre. Mais effectivement, généralement, s'il y a des échecs, c'est souvent dû à des tensions internes ou à un non-alignement en interne au niveau du management. D'accord. Et par contre, les facteurs clés de succès que vous aviez évoqués tous les deux tout à l'heure, donc c'est, je suppose, la volonté de la gouvernance, hein, sinon ça ne marche pas, l'exemplarité de la gouvernance, le fait qu'on aligne les outils digitaux avec la stratégie de l'entreprise, je suppose que ça, c'est un point important aussi, hein, l'alignement stratégique. Absolument. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on aligne les Bravo. PPT, Process, People, Technology. Voilà. Parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises, notamment dans le retail, où on avait l'impression que les gars qui étaient en charge digitale, ils vivaient dans une autre dimension et qu'il y avait les tuyaux digitaux d'un côté et puis le monde réel de l'autre. Alors qu'en fait, ces canaux devaient travailler de concert et converger. C'est bien ça. Tu vois ça comme ça. Donc, vers la convergence de tous les canaux et donc abattre les cloisons et les silos. C'est tout à fait ça. Frédéric, tu fais le même constat? Oui, j'étais d'ailleurs en train de noter, parce que je vais m'en servir à titre personnel, Je t'en prie. Ce que disait Olivier. L'important, c'est l'alignement. La technologie ne reste qu'un outil, en fait. Et tout à l'heure, j'étais un peu méchant en disant l'humain compte pour 50%, le process 50%. Olivier dit le process, puis le people et le technologie. Je sais que si un commercial n'a pas envie, il ne fera pas. Si un client n'a pas envie, il n'achètera pas. Donc oui, l'humain est vachement important. Un commercial ne vend plus. Un commercial donne envie d'acheter. Un commercial rassure. C'est ça. Et ça, c'est vrai que il y a une partie de l'acte de vente qui doit être je reboucle sur le début, doit être en face à face. Très bien. Donc, tout ceci nous amène vers le sujet de l'organisation du travail. Si on fait tomber des silos, si à vous écouter, on arrive à faire bosser les gars du commercial et les gars du marketing, ce qui est déjà un exploit, plus d'autres fonctions d'entreprise, les RH, la stratégie, la direction générale. Comment est-ce que on est amené à faire du business process reengineering et même une refonte complète de l'organisation du travail? Olivier, est-ce que vous allez jusque-là? C'est-à-dire que comme l'outil ne fait pas tout, est-ce que vous accompagnez les entreprises sur la réorganisation de leur business? C'est quelque chose qu'on fait, effectivement. On a lancé plusieurs programmes chez plusieurs de nos clients dans cette transformation. Alors, généralement, elle est souvent articulée, on va être honnête, autour des départements commerciaux et marketing, mais pas que. Dans des plus petites structures, on a réorganisé tout le business de certains de nos clients. Donc, le corollaire de tout ça, et peut-être vers Frédéric que je vais me tourner, c'est avec tous ces outils digitaux qui offrent une puissance de travail inégalée, qui constituent un véritable tournant dans l'entreprise, comment est-ce qu'on arrive encore à redonner du sens au travail, notamment malgré la distanciation des échanges? Redonner du sens. Frédéric, comment tu fais? Je vais très trivial, mais c'est le partage des résultats. C'est la reconnaissance d'une vente réussie. C'est le coaching de quelqu'un qui a réussi, c'est le côté grand frère de quelqu'un qui a réussi
auprès d'un qui est un peu à la traîne. Et là, on retombe à fond sur l'humain. Mais avant d'aller plus loin, je vois qu'il y a une question, je pense qu'elle regarde Olivier. Une question de la part de Stéphance. Alors, question. Oui, Stéphane Desrolles. Quels sont les outils de ce type les plus répandus sur le marché? Olivier, c'est pour toi ça. Voilà. Oui. Lucien, si on parle des outils de sales engagement, d'abord, ce sont les outils qui vont vous permettre de trouver des leads qualifiés. Là, on va parler d'outils comme Outreach, comme HubSpot, comme Salesloft, qui sont des outils très complets qui vous permettent d'automatiser et de séquencer votre approche prospect. Ensuite, la deuxième étape, c'est quand vous allez interagir du coup avec vos prospects. Vous allez utiliser une plateforme de sales enablement de type Touch and Sell. Il en existe d'autres. On a des acteurs américains de type Seismic ou de type Showpad qui existent également. Et puis après, vous avez la partie CRM que vous connaissez. Et là, généralement, je dirais qu'aujourd'hui, 70% des clients qu'on rencontre sont sous Salesforce. Il y a quelques acteurs qui sont sur Dynamics également. Donc, vraiment, quand je parle de hub, Olivier, je ne dis pas trop de bêtises, on voit bien qu'il y a une convergence d'outils qui trouvent leur pertinence dans justement la combinaison de ces outils qui offrent une puissance qu'on n'avait pas jusqu'avant. Absolument. C'est la combinaison qui va pouvoir faire… Alors, trop outiller vos équipes commerciales, ça ne sert à rien. Ça va faire un millimélo et ça va rendre complexe finalement les choses. Mais je pense qu'il s'il y a 3 outils essentiels, c'est effectivement la partie Sales Engagement, la partie Sales Enablement et la partie CRM. C'est très clair. Alors, à vous écouter tous les deux, je vois qu'il faut trouver quand même un juste équilibre avec ces outils digitaux entre l'accompagnement collectif, où notamment on met en avant, on valorise les résultats, les performances, la conquête, pour être clair, et puis l'accompagnement individuel. Donc, est-ce qu'on n'est pas obligé justement de bien répartir ces efforts entre ces deux dimensions, collectif et individuel, parce que le collectif peut écraser l'individuel avec ses outils distanciels, et inversement, si on est trop sur l'individuel, il n'y a plus de collectif. Comment on équilibre les deux? Frédéric, tu veux t'y coller? Oui, j'ai entendu Olivier en parler un peu tout à l'heure. Je remonte à l'époque où le chef de vente tournait en double avec son commercial. Et on disait, ce qui est important, c'est tu ne te substitues pas, tu es en position de coaching, tu écoutes et tu corriges, tu échanges avec ensuite. L'outil digital a énormément changé ça, mais il n'empêche que les commerciaux sont des mômes, pardon, vous me passez l'expression, mais ce sont des mômes. Ils ont besoin d'une relation individuelle. C'est moi qui compte pour toi. Et ça, le meilleur moyen, c'est quand même, on citait déjeuner. Moi, je crois beaucoup à la notion de partage de pain et de sel, de vin, mais le soir. Modérément. Oui, non, à midi, non. Quelqu'un qui boit un verre de vin. Tu veux réhabiliser la relation client, toujours dans une logique d'hybridation, mais ce que vous disiez au tout début de nos échanges, aussi une logique d'hyper-segmentation. Parce que moi, j'ai l'impression que comme on amène une population commerciale qui n'était pas tellement douée avec les outils de CRM, et même de social CRM aujourd'hui, à utiliser des techniques marketing, ils vont devenir bien meilleurs dans leur ciblage et pratiquer l'hypersegmentation, donc plus efficace. Tous les deux, c'est un peu ce que vous avez décidé tout à l'heure. On est d'accord là-dessus ou pas? On est d'accord. Oui, il faut renforcer le lien individuel sur certains éléments et au contraire profiter de l'outil pour, entre guillemets, renforcer, emphaser des messages clés, quoi. D'accord. Donc, il nous reste une dizaine de minutes avant de conclure et puis de présenter aussi rapidement le programme RCM. Moi, j'ai envie de vous amener sur un terrain qui est celui d'IGS, des ressources humaines, des compétences, et voire même aller jusqu'au sourcing des commerciaux. C'est quoi les compétences de ces nouveaux profils? Parce que moi, j'ai du mal à les appeler commerciaux à vous écouter.
ils sont extrêmement pluridisciplinaires, ces gens-là. Olivier, est-ce qu'ils sont encore des commerciaux? Moi, je ne les vois pas comme ça à vous écouter. Mais, ça reste des commerciaux. Un commercial reste un commercial. Je pense que c'est quelque chose que tu dois avoir en toi. Alors, c'est clair que tu peux développer un commercial, tu peux l'aider, tu peux l'accompagner dans son développement, mais un commercial restera toujours un commercial. Tu vas lui donner toutes les cartes et tu vas l'aider tu vas l'outiller pour qu'il puisse être plus efficace, pour qu'il puisse vendre mieux, vendre plus rapidement. Mais in fine, ça reste un commercial, Pierre. D'accord. Donc, c'est la même population avec des compétences nouvelles et elle est animée de manière différente. Donc, ils sont toujours sur nos deux sujets qui font 100% du chiffre d'affaires, la conquête et la fidélisation. On est bien d'accord? On est d'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles fonctions qui voient le jour au niveau notamment de la chasse, qu'on n'a pas des chasseurs qui sont un peu plus digitaux, comme des gens qui font du social selling, par exemple? Alors, nous, la façon dont on le voit, c'est plutôt, et la façon dont on a construit notre équipe commerciale, notre stratégie commerciale, c'est que chaque commercial va être équipé de ce qu'on appelle chez nous un BDR. C'est un terme Business Development Representative. D'autres l'appellent commercial interne, peu importe. Cette personne ne va faire que de la chasse. Et va notamment utiliser ces fameuses plateformes de sales engagement dont je parlais tout à l'heure. Et l'objectif de ces personnes-là, c'est se concentrer sur la chasse et d'arriver avec des leads qualifiés au commercial qui va ensuite développer ce lead pour aller le clôturer. Donc là, les chasseurs se digitalisent. Et sur l'affiliation, moi, je vois chez mes clients notamment, et puis dans le programme RCM qui nous préoccupe, on a traité une nouvelle fonction qui est tout à fait en train de prendre du poids et de l'importance, qui est le Customer Success Manager, où on a donc des gens en charge de l'onboarding du client, son développement, et qui sont beaucoup plus sur comment j'aide mon client à faire en sorte que la collaboration soit un succès. On les voit chez les meilleurs agents, chez Liberkeys, etc., notamment sur des plateformes digitales comme les plateformes SaaS de Sales Enablement. Et ils servent en fait les intérêts du client autant que les intérêts de la marque. Est-ce que cette fonction-là, Customer Success Manager, elle n'est pas en train de bouleverser, de révolutionner la vente côté fidélisation? Elle existe depuis quelques années dans l'industrie du SaaS, puisque là où il y a du renouvellement, forcément, on essaie de mettre un gros focus côté client. Et donc, on a vu apparaître ces fonctions de Customer Success Manager dans l'industrie SaaS. Mais aujourd'hui, on la voit apparaître dans d'autres industries, même dans de l'industrie manufacturing. On voit parfois maintenant apparaître ces fonctions de Customer Success Manager. Le gros avantage, c'est que c'est un peu votre commercial caché, un Customer Success Manager, puisqu'il n'a pas cette casquette de commercial. Par contre, il devient souvent le premier commercial de votre boîte. C'est vrai. Pour moi, c'est une bonne stratégie, et toute société aujourd'hui qui a des clients et des clients long terme devrait mettre cette fonction comme ce Customer Success Manager en place. Oui, alors ce qui est très important, et tu l'as évoqué, c'est que le Customer Success Manager, il n'a pas a priori une vocation mercantile. Il est là pour aider le client à ce que leur collaboration soit une réussite. En cela, c'est complètement nouveau comme approche. Il n'arrive pas avec ses gros sabots, un bon de commande, et en demandant au client de sortir son chéquier. Mais comme tu l'as dit, ils sont éminemment doués pour faire du business development, parce que ce faisant, ils vont accompagner le client tout au long de la durée de vie du client. Donc, on connaît le principe de la lifetime value, qui veut dire que plus le client reste dans le portefeuille, plus il va contribuer à la marge de l'entreprise. Et donc, il va être sur de up et du cross-selling. Et même travailler plus. Alors, c'est là où je vous interpelle tous les deux. Répond qui veut. Mais est-ce que ces nouveaux outils ne permettent pas de travailler notamment avec le client dans le sens de l'innovation client? Qu'est-ce que veut le client? Comment on peut l'aider à co-construire avec la marque les nouveaux produits ou services de demain? Est-ce qu'on va vers ça? L'innovation participative. C'est un gros mot. Il y a 20 ans, 25 ans, les marketeurs, on accusait volontiers les commerciaux de défendre leurs clients.
Alors à l'époque, c'était il faudrait que j'ai une négociation tarifaire possible, il faudrait que blablabla. Et le marketing et la gestion financière pure et dure disaient non, tu dois préserver ta marge nette. Là, on reconnaît simplement que le client était effectivement au centre de nos préoccupations et on le fait rentrer dans l'entreprise. Mais c'est pas nouveau. Alors, c'est pas nouveau peut-être, mais dans l'approche organisationnelle, ce que tu viens de décrire, Frédéric, toutes les entreprises n'y sont pas. C'est-à-dire qu'on construit l'organisation autour des besoins du client. Donc, c'est ce qu'on appelle la customer centricity. Alors qu'avant, on était beaucoup plus dans une logique industrielle où le produit était roi, où l'entreprise faisait tout dans l'intérêt de l'entreprise, avec notamment le CRM. Et on a vu depuis 2003 avec Frédéric Nouel une nouvelle tendance de fond où on évolue du CRM vers le CMR, c'est-à-dire le Customer Managed Relationship, où le client dirige la relation. Et ça, on l'a vu avec les réseaux sociaux, les communautés digitales, les sites de comparateurs de marques, etc. Donc là, je me tourne plutôt vers Olivier. Est-ce que justement cette innovation participative, cette co-construction de la marque de demain n'est pas justement un des bénéfices induits par ces outils digitaux? Complètement. Et par contre, je rejoins ce que dit Frédéric, on y est déjà, on va pas vers ça, hein, on y est déjà. On est peut-être, je pense, on l'est déjà depuis quelques années. Customer centric, c'est le mot qu'on utilise aussi, Pierre, tu es en plein dedans. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, c'est l'acheteur qui a repris le pouvoir. Et si tu construis pas ton discours commercial autour de ses besoins et non pas autour de ta solution, ça ne fonctionnera pas. Et donc, effectivement, ces outils digitaux vont vers ça également. Très bien, c'est très clair. Donc, moi, il me reste deux petites questions avant de conclure et puis de vous présenter en 3 minutes les tenants et aboutissants du programme RCM pour ceux qui souhaitent, qui sont venus pour ça. La première question est autour du digital business. Moi, j'ai tendance à comprendre ce que vous me dites autour du sales enablement ou du growth enablement comme étant un sujet global qui est comment faire du business avec une nouvelle approche digitale, je dirais même Figital. Donc, est-ce que pour vous, le digital business, aujourd'hui, il est devenu incontournable? Frédéric, je te laisse répondre. Oui, c'est évident. Là, je prends mon expérience d'enseignant. Il y a 5 ans, on donnait des cours de marketing digital. Aujourd'hui, si on n'intègre pas le digital dans le marketing, on est mort, quoi. Donc, le digital, il est partout. Oui, il est la vie. Mais encore une fois, moi, vous avez remarqué, j'ai des cheveux blancs, je suis un papy, mais on sait très bien qu'on ne fera pas bosser un étudiant qui n'a pas envie de bosser. Tant qu'on ne l'a pas convaincu d'avoir envie, quand je disais tout à l'heure, on n'est plus là pour vendre, mais pour donner envie d'acheter et rassurer, voilà, c'est de convaincre la personne en face de pourquoi dois-tu faire l'effort de commander, voilà ce que ça va t'apporter. Alors, c'est vraiment essentiel ce que tu nous dis là, Frédéric. Et là, je vais intervenir 2 secondes avant de redonner la parole à Olivier. Ce que tu dis, c'est qu'on a la charge de la preuve. Il faut prouver que ça marche. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir modéliser les bénéfices, qui était un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, en matière de modélisation des bénéfices du sales enablement ou de la digitalisation des forces de vente, on en est où, Olivier? C'est quoi les principaux bénéfices? Je pense qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, Pierre, avec les fameux KPI, hein, gain de temps, des cycles de vente qui sont raccourcis, des opportunités où la valeur moyenne de l'opportunité est plus importante, puisqu'on va vendre de la valeur, on ne va pas vendre un produit. Voilà, ce sont quelques-uns des KPI et quelques-uns des valeurs ajoutées que vont apporter ces plateformes. On a parlé de l'onboarding, réduction de l'onboarding, avoir un directeur commercial qui peut avoir un de ses commerciaux qui est prêt en 1 mois plutôt que 2 mois, ça apporte énormément de la valeur ajoutée, certainement quand on a dans les populations commerciales du turnover. Voilà. Donc, dernière question avant que je présente le programme RCM en quelques mots. Et ça, c'est pour vous deux. Est-ce que les commerciaux à l'ancienne ont encore un avenir ou est-ce qu'ils doivent se former d'urgence?
J'ai une réponse mixte pour ça. Je dirais les deux. Je pense que ça va d'abord dépendre de l'industrie et du type de clients qu'ils vont rencontrer. Il existe encore des clients qui sont aussi old school et qui rejettent le digital. Ça arrive encore. Donc, ça va dépendre de l'industrie. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est impératif que les forces commerciales soient formées correctement au digital. Frédéric? Ouais, et pour compléter, je rajoute, c'est une question qu'on va se poser encore entre 5 et 10 ans. Dans 10 ans, la question ne se posera plus. D'accord, ouais, donc ils seront tous figitaux et à la convergence du marketing, de la relation client, de la stratégie, donc pluridisciplinaire en fait. Alors, ce qui fait bien le lien avec le programme RCF. Donc, je vous remercie tous les deux infiniment. D'ailleurs, vous intervenez dans ce programme dans beaucoup, Frédéric Ditz et notre ami Olivier Wilmark. Merci infiniment pour ces échanges et votre avec plaisir. Et votre grande gentillesse. Et je prends quelques secondes pour nos amis participants, s'ils veulent qu'on leur parle du programme RCM, où on est vraiment, on a mis le digital au cœur du programme. On a 5 modules autour de la stratégie, de la conquête et de la fidélisation client. On a un 3e module qui est sur le plan d'action commerciale, que dirige d'ailleurs Frédéric Ditz. Donc, c'est un bloc de compétences. Un 4e bloc qui concerne le management des business units, la partie juridique fiscale notamment. Mais c'est léger, on ne fera pas de vous des juristes, heureusement. Et puis, le 5e bloc, c'est sur l'animation et le management des équipes commerciales. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, je suis à leur disposition en tant que directeur pédagogique. Et puis, vous pouvez parler à nos amis intervenants. Olivier est intervenu récemment sur justement le Sales Enablement, et je te remercie encore. Et puis, Frédéric anime un grand nombre de journées. Le programme fait en totalité 45 jours, dont 35 jours de présentiel et une dizaine de jours où il y a des ateliers et puis aussi des outils de gestion de la relation à distance, avec notamment des modules d'e-learning cross-knowledge. Donc, il y a 2 formules. Une formule qui commence le 9 mai, qui est un plein temps. Voilà, avec ça équivaut à peu près à 45 jours, les 343 heures. Et l'équivalent, donc dupliqué, en module d'e-learning, 100% à distance. Mais rassurez-vous, on vous accompagne aussi pour ceux qui souhaitent ne pas être dans une salle de cours. Mais ce serait dommage de ne pas venir dans la partie présentielle parce qu'on pourra aussi aller déjeuner avec vous et maintenir ce que nos amis ont souligné comme étant indispensable, c'est-à-dire le côté humain. Donc voilà, vous avez 2 possibilités pour ceux qui sont intéressés. Et puis nos équipes, je pense à Fabienne qui est en ligne, ou Morgane ainsi que moi, seront ravis de vous donner plus d'informations sur ce beau programme qui s'appelle Responsable commercial et marketing. Merci infiniment à tous. On a dépassé d'1 minute, vous voyez, c'est raisonnable. Je vous souhaite une très belle journée et encore un grand merci à nos intervenants. À bientôt. Merci, à bientôt.